Alors, lorsqu'est apparu très naturellement, je dirais, eu égard aux compétences et à la matière des conseils régionaux de cette nouvelle tutelle des services régionaux d'inventaire, que le thème des lycées allait connaître une importance nouvelle, il m'a semblé nécessaire d'insister sur un point, à savoir que l'échelle de pertinence, le danger pouvait exister. Oh, je tiens la main. Bon. J'ai plus le pointeur, donc c'est pas le problème. Oui, donc voilà, l'échelle de pertinence de l'étude me paraissait effectivement un point très important. Le danger pouvait être de voir se juxtaposer des études régionales collectionnant les monographies et un peu indifférentes au bon angle de perception. Car en effet, à toutes les époques de l'histoire des lycées, donc lycées d'État, ne l'oublions pas pour beaucoup, on a vu que tout a été pensé à un échelon national et qu'on ne peut vraiment bien comprendre ces bâtiments si on ne les replace pas dans le cadre d'enjeux et de règles qui dépassent l'échelon local. Ce sont les commissions, les règlements, les doctrines, comme a parlé tout à fait bien tout à l'heure Éric Cron, et puis après l'industrialisation, la normalisation du bâti pour les périodes plus récentes. Alors heureusement, ce risque-là donc de mauvais échelons d'analyse a bien été perçu et se sont mis en place très très vite des groupes de travail interrégionaux et la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel a été là aussi, donc a joué son rôle de fédération de ces cadres d'études. Alors c'est l'un de ces aspects de cette mise en perspective que nous avons essayé d'évoquer ce matin, les questions de doctrine architecturale à la fin du XIXe siècle. Je dis bien essayer, car il n'est pas question d'exposer les résultats d'une recherche d'érudition qui reste encore à mener. Nous en sommes encore aux pistes de travail, des pistes de réflexion, de poser des jalons pour que l'on n'oublie pas quelques aspects essentiels au moment d'aborder localement le thème d'une analyse d'un lycée ou d'une collection de lycées. Alors pour que cette mise en perspective fonctionne, il faut donner d'emblée quelques éléments très rapides du paysage architectural français du XIXe siècle en matière d'architecture publique. Car c'était une sorte de police architecturale que l'on assiste dans les années qui suivent la Révolution, avec d'une part la formation des élites, de l'élite architecturale par l'école des Beaux-Arts, une école des Beaux-Arts qui est sous le contrôle de l'Académie des Beaux-Arts, qui est donc un contrôle très normatif, et avec au sein de cette élite architecturale, l'élite de l'élite, qui est donc les lauréats des Grands Prix de Rome, qui eux auront accès aux très grands chantiers publics. Des architectes publics aussi, des architectes départementaux notamment, qui sont soigneusement sélectionnés, et aussi un contrôle a priori des projets par ce qu'on appelle le Conseil général du bâtiment civil, qui se met en place dès la fin du XVIIIe siècle, dès après la Révolution. Et donc ce carcan un petit peu donc administratif va faire qu'on va pouvoir célébrer en quelque sorte l'unité nationale en ponctuant le territoire de témoignages d'un art de bâtir intègre et économe qui est mis au service d'une unité publique affirmée. Et on aboutit ainsi à une homogénéité du style, à peine nuancée malgré tout par de la convenance. C'est une notion importante dès le XVIIIe, mais aussi au XIXe, la convenance architecturale qui est propre à chaque programme et à laquelle il faut sacrifier. Donc, face à une espèce donc de chape, de carcan, ce qui a donné de très heureux résultats, on a vu tout à l'heure avec le lycée de Paul Abadie-Père à Angoulême, il s'est trouvé des personnalités architecturales pour s'opposer donc à cela, et en premier lieu, bien sûr, la célèbre personnalité de Eugène Viollet-le-Duc, dont je rappelle les dates, 1814-1879, que vous voyez ici dans cette célèbre photo prise à la fin de sa vie par Nadar. Alors très rapidement, donc Viollet-le-Duc, il ne passe pas par l'école des Beaux-Arts, donc il est en dehors de ce moule-là, comme il pourra le dire. Et lui donc s'appuie sur la redécouverte du Moyen Âge, une redécouverte à la fois patrimoniale, donc retrouver des édifices que l'on avait désappris à voir, et une source en même temps de doctrine qui est tout à fait loin du romantisme qui pouvait être attaché à cette redécouverte du Moyen-Âge, un rationalisme à la fois néo-médiéval, structurel, qui s'attache à la vérité de la construction, la vérité des programmes, donc toujours ne pas mentir par rapport à ce qu'est une architecture et l'exprimer en fonction de cela, même tirer les effets architecturaux par l'expression simple de ces données programmatiques ou structurelles. Alors,
Viollet-le-Duc, lui, n'aura de cesse, au cours du siècle, de son temps, de mener une espèce de prise de pouvoir architecturale. Donc une prise de pouvoir, donc j'entends bien, non pas du tout en termes de carrière, mais vraiment de faire triompher des idées. Et quelles sont ses armes? Donc ses armes sont son œuvre théorique, ses publications, donc la monumentale somme que sont ces dictionnaires de l'architecture et du mobilier, où les propos historiques sont prétexte à de multiples considérations théoriques sur l'architecture, les entretiens sur l'architecture, les ouvrages pédagogiques aussi pour la jeunesse chez Hetzel, donc toujours une grande volonté pédagogique à l'œuvre, une action pédagogique aussi. Il y a un essai, il est à l'origine de la réforme de 1862 de l'école des beaux-arts, une réforme qui échoue parce que lui-même aura une chaire qui sera tellement chahutée qu'il sera obligé d'y renoncer, mais après cela, il va susciter la création de l'école spéciale d'architecture, dirigée et fondée au départ par Émile Trélat. Donc retenez les noms, parce que c'est tous ces noms, on va voir au fur et à mesure que ça va construire une espèce de réseau que l'on va retrouver sur tous ces lycées que l'on va aborder, qu'on va aborder très vite, je vous rassure. Donc, œuvre théorique, action pédagogique, formation sur les chantiers. Donc, le Viollet-le-Duc est restaurateur et constructeur, et notamment la pépinière que sera le chantier de la restauration de la Notre-Dame de Paris vont se succéder sur ce chantier de multiples adjoints des inspecteurs des travaux, comme Paul Abadie, fils en l'occurrence, ou Émile Boswillwald. Donc c'est un véritable atelier, même si ce n'est pas un atelier reconnu par l'institution, et tout un groupe d'architectes volontaires qui sont acquis à sa cause. Autre arme, c'est la presse. C'est un nouveau moyen de communication en la matière qui va être globalement plutôt favorable à la pensée viollet-le-ducienne, la revue générale de l'architecture en partie, mais surtout des revues qui sont vraiment les porte-paroles du mouvement viollet-le-ducien. C'est l'Encyclopédie d'architecture, c'est la Gazette des architectes du bâtiment ou le Moniteur des architectes. Donc Viollet-le-Duc dirige une partie de ses publications, son fils aussi, mais là aussi il faut retenir les noms. On a quelqu'un comme Adolphe Lance, on en reparlera, qui est le principal collaborateur de l'Encyclopédie d'architecture, après avoir fondé le Moniteur des architectes. Et on a aussi Anatole de Baudot, là aussi retenez le nom, qui est directeur adjoint de la Gazette des architectes et de l'Encyclopédie d'architecture. Donc une presse qui est là pour montrer les réalisations et faire un recueil de modèles et un vecteur de diffusion. Mais donc aussi et surtout, avec tous ces moyens d'action de Viollet-le-Duc, c'est l'entrisme, pardonnez un petit peu cet anachronisme pour un terme plutôt lié au trotskisme, donc l'entrisme dans les institutions, et donc il pèse, Viollet-le-Duc, sur la mise en place du service des monuments historiques dans les années 1840, 1830, 1840, et encore plus encore, c'est la mise en place du service des édifices diocésains en 1948 puis 1953, car important parce qu'elle enlevait un champ de compétences au Conseil général des bâtiments civils. Donc là, ici, on commence à voir que cette emprise du Conseil général des bâtiments civils, qui avait vraiment vocation à regarder tout ce qui se passait en matière d'architecture publique sur l'ensemble du territoire, va être progressivement amputée de certaines de ses compétences et au profit d'une doctrine un peu rivale qui est celle de Viollet-le-Duc. Et donc, on confie si possible les diocèses à des architectes de la mouvance viollet-ducienne et on privilégie les non-résidents par méfiance envers les architectes locaux. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette mouvance rationaliste, souvent on appelle ça des architectes diocésains parce qu'ils ils occupent très souvent ce poste d'architecte diocésain. Donc, et enfin, dernier point, et donc le plus important pour notre propos, c'est l'investissement. Donc, dernière arme de Viollet-le-Duc pour investir le champ architectural, c'est l'investissement d'un certain nombre de programmes en privilégiant ceux qui recèlent une forte composante fonctionnelle et technique, qui sont les mieux à même d'être servis par cette façon de concevoir l'architecture. Et bien sûr, les lycées sont au nombre de ceux-ci. Alors, la démarche de prise de pouvoir sera ici assez proche de ce qui s'était passé pour les édifices diocésains. Alors, ce n'est pas un hasard non plus, parce qu'on sait que le ministère en charge de l'instruction publique eut également, pendant une grande partie des premières années de la République, la compétence des cultes. Donc, il était tentant d'utiliser, pour encadrer les projets de construction scolaire, des services du corps d'architectes diocésains qui étaient parfaitement structurés et existants déjà depuis de nombreuses années. Donc, effectivement, donc, ce n'est pas un hasard. Et ici, donc, la démarche sera, là aussi, de retirer encore une fois un pan de compétences au Conseil des bâtiments civils. Ce sera chose faite. Eric en a parlé tout à l'heure en 1860-61, quand on va commencer, donc on aura ce nouveau règlement très complet sur les lycées.
et donc accompagné d'une commission des bâtiments des lycées. Et donc là aussi, cette mouvance va essayer d'investir cette commission. Alors, je n'ai pas la composition encore de la commission en 1860. Marc Lecoeur dit qu'elle est déjà sous influence des rationalistes, mais je n'ai pas la composition exacte. Je sais en tout cas que Adolphe Lance en fait partie dès 1860, donc on va là aussi reparler de Adolphe Lance. En revanche, je connais sa composition en 1872. On a donc 3 membres de l'administration de la direction d'enseignement secondaire, mais on a aussi donc comme architectes 3 architectes. On a Louis Duc, Adolphe Lance et Charles Lédé, donc en 72, donc plus de 10 ans après la création de la commission. Louis Duc, c'est quelqu'un qui est vraiment de l'institution, c'est l'école des beaux-arts, c'est le Grand Prix de Rome, mais en même temps une personnalité tout à fait originale, mais qui reste, lui, dans le cadre de l'institution. En revanche, avec Adolphe Lance ou Charles Lédé, on a donc 2 architectes diocésains patentés. Donc Adolphe Lance, 1813-1874, qui se forme sous le chantier de Viollet-le-Duc à la basilique de Saint-Denis, qui est architecte diocésain depuis 1854, et qu'on retrouve donc ici, auteur du lycée de Mont-de-Marsan, donc du lycée Victor Duruy, dont Éric Cron vous a parlé tout à l'heure, donc 1863-1866, avec déjà ici des traits d'écriture qui sont propres à ces rationalistes. On détaillera tout à l'heure sur d'autres exemples encore plus parlants. Alors, il serait aussi, suivant Jean-Michel Legnaud et ses différentes étudiantes qui l'ont suivi, auteur du lycée de Poitiers en 1865, mais ça, je pense que c'est un projet sans suite, parce que je n'ai pas trouvé de traces, mais enfin, j'en parlerai avec mes collègues de Poitiers. Donc, dans la commission, on trouve aussi donc Charles Lenné. Donc Charles Lenné, on vous en a parlé tout à l'heure aussi, 1819-1891. Lui a un parcours un petit peu plus ambigu. Il passe par l'école des Beaux-Arts. Il est même deuxième prix de Rome, deuxième Grand Prix de Rome. Il est diocésain en 1856. Et donc, il construit le lycée de Guéret, le lycée Pierre-Bourdan, à partir de 1878 pour le projet. Alors, cette commission dont on a parlé, dont Éric vous a parlé et dont je vous reparle, elle sommeille un petit peu et elle est vraiment relancée en 1880-1881. Alors là, Viollet-le-Duc est mort, il est mort en 1879, mais voilà, ses élèves, ses suiveurs sont bien là présents et bien actifs. Et là, en revanche, donc cette commission des bâtiments et des lycées des collèges a un rôle très important. Elle conditionne vraiment l'aide de l'État donc dans ce rapport très compliqué entre les communes et l'État, dont on ne va pas parler parce que c'est très complexe. Elle donne des avis sur les projets, et même plus que ça, elle va même jusqu'à surveiller les adjudications. Elle a vraiment un rôle très très important dans le détail, et elle se réunit de façon plus qu'hebdomadaire même d'ailleurs. C'est vraiment une commission très 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 active. Alors donc cette décentralisation, on peut dire, non pas dans le sens de transfert de compétences au niveau des collectivités, mais donc de transfert au niveau des ministères, au détriment du Conseil des bâtiments civils, cette décentralisation est dans l'air du temps, parce que effectivement les bâtiments se spécialisent, se technicisent, les programmes s'étoffent. Au début du XIXe siècle, un programme, ça pouvait tenir en 3 lignes de commande sur un bout de papier. Là, on n'en est vraiment plus là. On n'est pas encore au programme actuel qui tiennent sur souvent des recueils de 300 pages, mais le programme se précise et s'étoffe. Et on estime que c'est au niveau ministériel que l'on est le mieux à même de juger de ces évolutions de techniques et de programmes. Aussi, donc c'est dans l'air du temps parce que les expressions architecturales se diversifient. On a pu appeler ça l'éclectisme. Bon, le terme est un petit peu ambivalent, donc je ne vais pas m'y étendre, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, c'est un petit peu cela. Donc, les expressions architecturales vont effectivement varier. Et donc aussi, donc, on a cette prise de pouvoir progressif des doctrines alternatives, comme celle de Viollet-le-Duc, qui est permise par cette multiplication des commissions dans les ministères divers. Car là, on a la composition de la commission de 1880-81, et le rationalisme à la Viollet-le-Duc, il règne sans partage. Donc on a, outre le directeur de l'enseignement secondaire, on a 4 architectes, et ces 4 architectes sont Émile Boswillwald, sont Émile Vaudremer, Anatole de Baudot et Émile Trella. Alors les 3 premiers sont des diocésains stricto sensu.
Trélat, lui, n'est pas un architecte diocésain, mais on a vu son rôle de fondateur de l'école spéciale de l'architecture, homme politique aussi, radical. Là aussi, on pourrait parler de la question politique, mais ça dépasse notre propos. C'est le fils d'un médecin qui est très impliqué dans les programmes d'hôpitaux de la fin du 19e, Ulysse Trélat. Et donc, lui, ses dates sont 1821-1907. Émile Vaudremer, Émile Boswilwald, sa formation se fait au chantier du viaduc de Notre-Dame de Paris. C'est une très belle personnalité architecturale, avec des restaurations, des constructions religieuses tout à fait intéressantes, mais qui n'a pas, lui, construit de lycée. Alors que les autres membres de la commission s'octroient, en même temps qu'ils sont membres, s'octroient de grands chantiers. Donc on a une espèce de mélange des genres qu'on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui. Mais à l'époque, ça passe très très bien. On pense que c'est pour la bonne cause. Il s'agit toujours là, encore une fois, de faire triompher une cause de doctrine architecturale. Et oui, pardon, là je suis encore sur l'aîné à Guéret. Voilà, là ici. Oui, donc. Nous allons donc, après Boswilwald, nous passons à Émile Vaudremer, donc membre de la commission, dont les dates sont 1829-1914, qui donc lui aussi est architecte diocésain, qui est un architecte très très important, très intéressant. Vous connaissez sûrement son église dans le sud de Paris, donc l'église de Saint-Pierre de Montrouge. Et qui, lui, va avoir à son actif 4 lycées principaux, donc, qui sont le lycée de Grenoble, l'actuel lycée Champollion. Vous voyez ici sur fond de montagne grenobloise. Donc là aussi, on parlera peut-être tout à l'heure de plans, on est vraiment tout à fait dans le respect des règlements tels qu'ils ont été exposés tout à l'heure par Éric Cron. Ici, donc, une expression architecturale tout à fait... je compte 10 minutes encore. Ici, là, enfin, j'ai 20 minutes. Donc, une commande complexe, là aussi, donc, avec un rapport compliqué entre la ville et l'État. Le lycée Buffon à Paris, boulevard de Vaugirard, entre 84 et 89. Là, ici, vous voyez ici l'expression du gymnase. Donc là aussi, élément de programme tout à fait intéressant. Lycée de Montauban, lycée Michelet, lycée de jeunes filles, là, ici, 83-86. Avec son préau, donc là, toujours la notion des galeries ouvertes, qui est aussi un grand débat, et qui est là aussi donc, lié aux considérations d'hygiène. Là aussi, on ne va pas s'y étendre. L'entrée du lycée, donc là une écriture tout à fait typique de cette expression rationaliste qui veut à la fois donc, que l'expression soit liée à la construction. Donc on a des arcs, des couvrements qui sont non plus en linteau mais en arcs segmentaires, là, qui sont censés mieux répartir les charges. L'expression est donnée par la polychromie de briques, une polychromie très très discrète mais efficace, avec aussi une hiérarchie des matériaux, soubassement en pierre de taille. Donc là aussi toujours, on exprime l'architecture par le programme et par la construction, dans la lignée de ce que voulait Viollet-le-Duc. Et ici, donc, cours d'honneur, galerie, vestibule, en haut, salle de gymnastique et en bas, réfectoire. Pardon, là, on est passé au lycée Molière à Paris, ouvert en 1888, excusez-moi. Donc, le lycée de jeunes filles, là aussi. Galerie, donc toujours pareil, cette expression. Voilà. Donc, autre membre de la commission, Anatole de Baudot, 1834-1911. Donc lui, c'est vraiment le continuateur de Viollet-le-Duc. Il est restaurateur, il est constructeur, il est pédagogue, il est théoricien. Et dans la lignée de Viollet-le-Duc, il reprend vraiment les théories stricto sensu, même souvent, je dirais un petit peu en desséchant un petit peu. Et ça n'exclut pas une sorte de sectarisme de sa part, mais qui est quand même tout à fait l'auteur de réalisations tout à fait passionnantes.
Là, ici, c'est le lycée de la Canale à Sceaux. Donc, 1880-85. C'est un lycée à la campagne, on pourrait dire. Donc, c'est un lycée parisien, mais à l'extérieur, qui permet donc d'avoir un grand déploiement d'espace au milieu d'espaces arborés très importants. Toujours le lycée de la Canale à Sceaux. Vous voyez ici des élévations. Vous voyez ici à gauche comment, alors que Vaudremer, lui, évite de superposer les salles de classe, les salles d'études et les dortoirs pour éviter d'avoir des problèmes de rythme, d'ouverture. Là, De Baudot n'hésite pas à superposer ces choses-là et à avoir des rythmes très différents et à jouer sur la composition pour que ce rythme très différent des différents niveaux puisse s'accorder. Toujours ici, la Canale à Sceaux et le grand gymnase. Vous voyez là aussi, on ne cache pas les matériaux, on les exprime et on en fait la base de sa composition architecturale. Et donc, De Baudot construit aussi le lycée de Tulle, donc le lycée Edmond Perrier. Donc là, je vous renvoie à l'article qui est dans la revue Arcade pour le détail de tout cela, de programmes, d'expression architecturale et aussi d'enjeux architecturaux de ce lycée qui est construit de 81 à 87. Là, sur un plan, bon, on ne va pas parler des plans, ça nous mènerait trop loin. Là, ici, donc le raccord entre le bâtiment d'administration à droite et une galerie qui mène au bâtiment d'enseignement et d'internat, avec là aussi donc toujours une grande probité d'expression, mais voilà, des expressions qui sont, on le voit même encore mieux ici, donc pareil à gauche le rythme des ouvertures très différents, mais qui restent tout à fait viable dans un travail de composition assez tenu. Et à droite, vous avez une baie où on montre bien que voilà, le coussinet est fait pour réduire la portée. La portée est là, ici, prise en charge par un linteau métallique avec un arc de décharge au-dessus, un remplissage. Donc on joue les matériaux non pas pour un effet décoratif, mais pour bien montrer qu'on a des parties vives de la maçonnerie qui supportent les charges et qu'on a des parties de remplissage qui sont là uniquement donc, en fermeture des espaces. Donc la galerie. Oui, j'y vais. Donc je passe sur vous verrez tout le développement sur De Baudot et sa postérité. Voilà, là ici c'est le troisième lycée que Baudot fait, et le lycée Victor Hugo à Paris, rue de Sévigné, dans un très joli préau en système cotensin de ciment armé. Malheureusement, le préau a disparu. Voilà, donc. Pour conclure, donc, est-ce qu'on a donc, cette prise de pouvoir architecturale dont je parlais au début, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'on a vraiment la victoire d'une doctrine architecturale? Oui et non. Sa parfaite adéquation avec ce type de programme sera reconnue, mais la victoire n'ira pas jusqu'à la généralisation à l'ensemble des programmes, mais plutôt à sa spécialisation, à ce type d'édifice, à forte composante, comme je disais, technique et matérielle. Donc le rationalisme devient finalement, à la fin du siècle et au début du XXe siècle, comme une espèce d'élément de la palette à la disposition des architectes. Là, je vous montre ici l'exemple de Léopold de Ridel, qui est un architecte de Laval, en Mayenne, qui est un architecte municipal qui va utiliser pour chacun des programmes qu'il aura à traiter le type qu'il juge le plus adapté. Là, ici, c'est pour le petit lycée, en fait, au départ, une école élémentaire qui deviendra après lycée de Laval. Donc là où vraiment on a une expression tout à fait typique de cette expression rationaliste néo-médiévale. Mais il utilisera pour d'autres programmes, une église sera abbadienne parce qu'il estime que le type mis au point par Abbadie sera le plus efficace. Mais pour son musée, par exemple, eh bien, il va adopter une expression qui sera là très, très inspirée de ce que fait Duc sur le vestibule de Harlay au Palais de Justice de Paris, par exemple. Donc là, en 90-99. Donc là, ici, on a vraiment, voilà, c'est un élément de la palette, mais ce n'est pas le seul. Et si on regarde le début du XXe siècle, que se passe-t-il? Les conflits, finalement, ces conflits de doctrine sont apaisés. C'est une époque de syncrétisme où les architectes font la synthèse des courants qui se sont naguère opposés et prennent le meilleur de chacun d'entre eux. Le cours de Julien Gadet, donc professeur de théorie de l'École des Beaux-Arts, qui s'est violemment opposé à Viollet-le-Duc en 62 lors de la réforme de l'École des Beaux-Arts,
Beaux-Arts, eh bien finalement dans son cours d'architecture qui sera publié par la suite, eh bien il a un chapitre lycée et il montre bien que finalement ce système de travées doit suivre le programme. On est vraiment dans un discours qui est tout à fait typique de ce qu'on pouvait avoir chez Duc auparavant. Et finalement, Guadet illustre son chapitre lycée par des lycées de Vaudremer. Donc vous voyez ici que les choses sont maintenant beaucoup plus apaisées et qu'on a une espèce et la composition de la commission en 1923, eh bien on voit que là aussi, on a des gens qui sont mêlés de différentes tendances. On a des gens aussi comme Umdenstock ou Tourner, qui sont des gens qui sont des purs produits de l'école des beaux-arts, mais qui ont su aussi infléchir leur langage lorsque le programme le demandait. Donc bref, ce programme de lycée, et on l'aura compris, au centre de très grands enjeux architecturaux, enjeux qui, je le répète, dépassent largement le cadre monographique ou le cadre régional, donc pour le 19e siècle, mais aussi pour le 20e siècle. Et dès lors qu'on a compris cela, s'ouvrent de nombreux chantiers de recherche qui doivent fédérer les différentes forces pour dépasser le seul cadre local. Donc bienvenue à tous ceux qui voudront bien s'atteler à ce vaste chantier de recherche. Je vous remercie.